Et bonsoir à toutes et à tous. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien après 15 jours d'abstinence de foot allemand. On fait notre grand retour pour les traditionnelles émissions. Bah, qui de mieux pour commencer ce retour et cette émission d'avoir Franck à mes côtés. Salut Franck. Guten Abend, Maxime. Guten Abend, alle Zuschauer. Voilà, vous voyez, Franck est en grande forme et il est prêt à rattaquer jusqu'à Noël les différentes émissions qui nous attendent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter du coup, alors du coup, c'est pas du tout Villarreal, bien sûr, c'est Stuttgart. Donc c'était l'émission d'hier qu'on a tournée avec Vincent, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, Stuttgart qui nous attend déjà ce week-end. Donc un choc attendu. En plus, Franck, tu vas être sur place en plus avec Vincent. Si j'y arrive. Oui, si tu arrives, ça après, ça c'est une autre question et un autre sujet à aborder. Peut-être pas ici. Ne nous regarde pas. Voilà, tout à fait. Donc voilà. Donc on va commencer dans un premier temps par présenter le club adverse qui nous attend, donc Stuttgart. Franck, tu veux peut-être commencer peut-être commencer par les débuts, la création, l'année, puis après moi je te compléterai au fur et à mesure s'il y a des choses à rajouter. Le VfB Stuttgart. Donc, comme leur insigne le montre si bien, club fondé en 1893, encore donc un ancien club, très ancien de la Boulie. On va dire aussi un dinosaure, un peu moins dinosaure que l'était Hambourg, je veux dire. Un club phare du Land du Baden-Württemberg, dont Stuttgart est la capitale. On les appelle les Swabes, c'est un peu la région là-bas. Ils ont aussi le dialecte qui va avec, le Schwabischer dialecte du coin. Grand club, mais on va dire grand club, surtout allemand, parce qu'au niveau européen, ils ont un peu plus de mal à travers leur histoire. Donc, un club qui a de mémoire 5 titres de champion, 2 avant l'ère Nouvelle Bundesliga, donc 50 et 52. C'est surtout un club qui a performé tout de suite après l'après-guerre. Sachez une petite anecdote que c'était le premier champion en 1946 du championnat de la zone d'occupation à l'époque. Donc, parce qu'il y avait 3 zones d'occupation après la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait une zone anglaise, russe, française et américaine, quoi. Et donc, eux sont les premiers champions de la zone d'occupation, quoi. Donc, 5 titres de champion d'Allemagne, 50-52, 84-92 et le dernier en 2007 avec Armin Fee. 4 Coupes d'Allemagne, 54-58, 97 et ils sont les tenants de la Pokal 2025 qu'ils ont gagné contre l'Arminia Bielefeld. Au niveau européen, par contre, je crois de mémoire, ils ont juste 2 coupes intertoto qui étaient à un moment une coupe, si on veut, c'est un peu maintenant celle qui est la 4e chez nous, je ne sais même plus comment on l'appelle, la coupe. La Conférence League. Oui, la Conférence League, c'est un peu le genre. L'Intertoto, c'était une coupe qui se jouait très tôt en début de saison, avant les autres coupes européennes. Et ça permettait aux vainqueurs de l'Intertoto de rentrer en Coupe de l'UEFA. Et je crois qu'ils l'ont gagné 2 fois. Je ne suis plus sûr, 2002-2004, j'en suis plus certain. C'est ça, 2 fois, ouais. Voilà. Et ils ont juste une finale, je crois que c'est en C3, qui était l'ancienne. Non, C2, je crois. C2 ou C3. J'en suis plus sûr. Non, j'ai un doute. En tout cas, ils sont finalistes en 89 contre le Naples de Maradona. Et ils perdent. Mais j'ai un doute si c'était une coupe allée, donc ça doit être quand même peut-être une C2, je ne suis pas sûr. Bon, je ne l'avais pas noté en tout cas. Bref. Mais c'est un club qui a un peu plus de mal à exister au niveau européen. Ils n'ont pas de titre, je veux dire. Et quand tu regardes un peu leur nombre de matchs sur les différentes coupes, en Ligue des Champions, ils n'ont que 37 matchs au total sur leur histoire.
Mhm. donc très peu. En C2, qui était l'ancienne Coupe des Coupes, ils en ont 13. Après, en C3, donc la Coupe de l'UEFA, ils ont quand même 132 matchs, quoi, je veux dire. Mais ils ont quand même un peu plus de mal. Après, il faut comprendre, quand tu as le Bayern qui a trusté pas mal les places, parce qu'à une époque, on n'avait qu'une place en C1, c'était le vainqueur. Après, il y a eu un peu plus, mais ça fait que depuis les 4-5 dernières années où l'Allemagne avait 4 représentants. À un moment, on en avait que 3 et le troisième devait se qualifier. Donc, souvent, c'était trusté par le Bayern. À un moment, c'était le Werder de Brême qui trustait aussi. Donc, le Borussia Dortmund, un tout petit peu Leverkusen. Les clubs qui étaient souvent derrière le Bayern de Munich, quoi, hein. Que dire encore sur ce club Club fondateur hein, de la Oui, Bundesliga aussi. fait Donc, partie, voilà, club fondateur qui fait partie de la Bundesliga, hein, donc après 63. Voilà, c'est un peu le gros, je veux dire, sans rentrer dans les détails, de ce club qui nous réussit très peu ces dernières années, quoi. ouais, c'est clair qu'on va en parler à la fin. C'est un peu. C'était Hambourg dans les années 2010 qui était compliqué. Je dis ça parce que on a, on a Aurélie qui nous écoute. Donc je sais que ça y est, elle est grande fan de nous. Donc elle peut plus se passer de nous voir. Mais du coup, Stuttgart maintenant est quand même la bête noire de Dortmund, parce qu'on en parlera juste après. Mais il y a quand même 6 matchs d'affilée où ben, il n'y a aucune victoire. Donc Ouais. ça risque d'être un peu compliqué. Bon, du coup, on a notre ami Vincent aussi qui nous écoute. On a bah, le président, bien sûr, Joël, Mathéo, comme d'hab, hein, qui sont là, Joshua, toujours un peu les mêmes. Donc, ça fait plaisir de vous revoir. Bon, tu as fait un peu le grand tour hein, des grandes Mmh. lignes hein, de ce que. Après, on peut pas, on pourrait rentrer par décennie, mais bon, ça risque de prendre un peu de temps. Et après, c'est pas le but non plus. On peut peut-être parler, c'est d'une année quand même 2010-2019 qui a quand même été un peu une crise profonde hein, parce que le club en 2007 qui s'enfonce quand même dans une instabilité chronique, Voilà. problème de gestion, pas mal de départs Ah, ils ont de fait jeunes talents. pendant cette période-là, je crois, 2 petits passages en Zweite Bundesliga, quoi, hein. En 2016, relégation, ouais. Ouais, ils en ont eu 2 dans les années 2000, je crois, hein, je veux dire, de relégation, hein. Ils ont manqué un peu de stabilité. Ça fait que depuis l'arrivée de l'entraîneur actuel qu'ils ont une stabilité et un jeu, je veux dire, bien posé, hein, je trouve, parce que je trouve qu'ils ont un collectif très cohérent, hein, tout à fait. Ouais, donc c'est ça, 2016 une relégation et remonte ensuite et après 2019 bah, nouvelle relégation. Il y a Mathéo qui dit on peut parler du barrage de relégation en 2018. Alors moi, je vais t'avouer, j'ai pas encore j'ai pas toutes les refs sur tous les résultats de toutes les équipes. Donc, mais bah écoute, Mathéo, si tu peux nous en dire plus, au moins comme ça, on pourra en parler. Je Mais pourrais m'en souvenir, il me fait un petit, j'arriverai. Il doit y avoir eu quelque chose, mais j'ai plus souvenir exact, hein, je veux dire. Je suis pas un grand fan du VfB Stuttgart, sachant qu'il y a un peu d'aminosité entre les deux groupes d'ultra, hein, c'est pas l'amour, voilà. C'est un club qui est pas détesté chez nous, mais qui est pas aimé non plus, quoi, hein, je veux dire. Je ne dirais pas ce qu'on dit à Stuttgart quand ils viennent ou quand on est chez eux. Et ça fait Stuttgarter et ça commence par Arsch. Je laisserai le reste. Voilà. Et c'est pas un club qu'on aime, hein. Il y a eu déjà quelques problèmes entre les ultras ces dernières années de Stuttgart et de Dortmund, quoi, je veux dire. alors du coup, Mathéo, il m'a répondu, c'était une confrontation entre l'Union Berlin Ah, et Stuttgart. Donc ouais. du coup, il dit un peu un vol en vrai. Bon voilà, un peu en résumé, si on devrait en quelques phrases que j'avais mis, j'ai fait Stuttgart est un club qui a une histoire riche quand même, qui a quand même pas mal un vécu en Allemagne. Parmi les premiers de succès d'après-guerre, comme tu l'as stipulé, passé par des crises profondes, mais toujours capable de renaître jusqu'à devenir aujourd'hui un des clubs les plus, alors j'avais mis excitant d'Allemagne, mais quand même un club quand même à suivre avec qui a un projet avec Sébastien Hounès qui semble cohérent et qui peut amener quelque chose, j'espère pour eux, dans le futur. Donc après à voir ce que ça peut donner. Voilà un peu du coup le passage sur Stuttgart. On va enchaîner du coup. Je t'ai fait un petit montage, Franck, sur les entraîneurs.
Et on va voir si tu es capable de m'en retrouver quelques-uns sur cette affiche. Jawohl, normalement en haut à gauche, c'est Helmut Benthaus, non? Tout à fait. Jawohl. Entraîneur du titre de 1984. Ouais. Vu que je regarde la Boulie depuis 78, c'était un peu simple pour moi. À droite, le très regretté et très emblématique Christopher Daum, Tout à qui a fait. été cité champion avec Stuttgart, je crois, en 4. Non, je dis une bêtise, en 92. Si, Oui, 92. c'est ça. Et en bas à gauche, l'homme qui met son doigt le plus près que son anus, Jogi Löw, pardon pour les dames, excuse-moi Aurélie. Voilà. Jogi Löw qui a été entraîneur chez eux, je crois, 96 à 98. Et surtout, il avait, à l'époque, je vais le faire en allemand, il avait un trio de joueurs, on avait ça, c'était un trio magique, le Magische Egger, c'était Balakov, Elbert et Bobic. Les C'est 3 ça. joueurs magnifiques, hein. Ils avaient une complémentarité devant, c'était du feu. Et bon, il y avait Jogi Löw les a entraînés à cette époque-là, quoi, je veux dire. Hein. Jogi Löw, qui, on sait, par la suite est devenu sélectionneur de l'équipe d'Allemagne. Hein. Et Tout à fait. à droite, un entraîneur qui a très peu réussi, mais qui a fait beaucoup de clubs en Allemagne aussi, qui est devenu champion en 2007 avec le VfB Stuttgart, Armin Fee. Tout à fait. Et ben écoute, c'est un 4 sur 4. Je me doutais un peu du wiki Frankie n'allait pas me faire mentir. Bon, j'ai fait un peu exprès d'en mettre des entraîneurs des années 90-2000 pour. Alors, c'est les Voilà. 4 entraîneurs les plus emblématiques de ces périodes-là. Sachez que, je veux dire, à Stuttgart, il y a eu très peu de stabilité. Vous regardez tous les entraîneurs, depuis l'après-guerre, très peu d'entraîneurs ont fait plus de 4 ans là-bas. Je crois que même pas qu'il y en a beaucoup. C'est toujours des bails maximum de 4-5 ans. Et encore, il y aura juste l'entraîneur de l'après-guerre, Georges Wurzer, qui aura fait de 47 jusqu'en 1960, aura fait donc 13 ans au club, quoi. Mais sinon, vous regardez la chronologie de tous les entraîneurs, personne n'est resté plus de 5 ans. Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder un peu les 10 entraîneurs que j'avais un peu nommés. C'est vrai qu'il n'y en a aucun qui a fait plus de 4 ans. C'est toujours Après, 2 ans, 3 ans, 4 ans. les entraîneurs qui ont été un peu emblématiques, qu'on a connus aussi. Jürgen Röber, qui a été entraîneur à Berlin et qui a été entraîneur au Borussia Dortmund avec très peu de réussite. Je crois que Jürgen Röber est un des seuls entraîneurs à Dortmund à n'avoir pas gagné un match, hein, je crois. Hein. Okay. Donc, ça s'est très mal passé. Il y a eu Jogi Löw. Ralf Rangnick est passé au VfB Stuttgart. On a eu Félix Magath. Un autre de Dortmund. Alors, un autre, je dirais une personne spécifique. Il a été joueur dans les 2 clubs. Il a été entraîneur dans les 2 clubs. C'est Matthias Sammer. Sammer, ouais, parce que tu m'avais fait la petite devinette. Ouais. Et on a aussi encore vite fait Trapattoni, qui a été entraîneur du Bayern. Markus Babbel a été entraîneur de Stuttgart, ancien joueur du Bayern. Bruno Labbadia, qui a été joueur à Stuttgart de mémoire et qui a été entraîneur aussi, qui a fait quelques piges. Hein. On a eu Huub Stevens, qui a été l'entraîneur aussi de Schalke, mais qui a fait une petite pige aussi à Stuttgart. Et on en a un autre qui a entraîné la réserve de Dortmund, mais aussi l'équipe première de Stuttgart. C'était Hannes Wolf, c'est ça? Jawohl. Enfin, sans réviser et sans tricher. Hein. Mais, et donc, depuis 2023, nous avons donc maintenant Sébastien Hoeneß, qui est un peu l'entraîneur phare et qui est l'entraîneur un peu qui monte en Allemagne. Hein. Merci, ouais, voilà, très bien. Tu vas, tac, tu demandes. Hein. Ouais. Sébastien Hoeneß, formé au Bayern, il avait l'équipe réserve du Bayern de mémoire. Puis il est allé faire ses premières classes au Alors, FC si tu veux, je les ai. Il a commencé déjà dans les équipes jeunes au Hertha Zillendorf. Ouais. Et après, il a fait une petite pige à Leipzig aussi avec l'U17, U19. Et ensuite, il rejoint le Bayern Munich en tant qu'entraîneur des U19. Il fait l'équipe à la réserve, où il remporte la Direct Liga avec eux. Donc, et après, il fait une petite pige au TSG à Hoffenheim, pardon. Donc, où ça a marché un peu, mais sans plus, quoi. C'était pas.
Et après, depuis le 3 avril 2023, il est nommé entraîneur du VfB Stuttgart. Et donc, Sébastien Hoeneß est le fils de Dieter Hoeneß, ancien joueur de Stuttgart et du Bayern, une figure emblématique aussi, Dieter Hoeneß, de l'équipe d'Allemagne, hein. Très bon joueur, très bon attaquant. Et il est bien sûr donc le neveu du FDP du Bayern. Voilà. C'est placé. Allez, merci aux amis du Bayern, hein, je veux dire. Non, j'ai rien contre eux, hein, bien sûr. Hein. Mais voilà. Voilà, c'est un peu. Après, moi, j'ai quelques petites notes par rapport à lui au niveau de son impact sur le jeu qu'il a proposé à Stuttgart. Donc, c'est vrai qu'il arrive dans un moment qui était assez difficile. Le club avait besoin d'un nouvel élan. Dès sa première mission, il vise 3 objectifs, le maintien, puis la reconstruction d'un projet ambitieux. Ses performances sont quand même très bonnes. Il réussit à redresser mentalement l'équipe, à créer une dynamique solide. En mars 2025, le club prolonge son contrat quand même jusqu'en 2028, parce que c'est vrai qu'on avait quelques petites rumeurs où on en parlait aussi à un moment à Dortmund. C'est vrai que l'entraîneur plaisait. Il a été salué par sa réussite émotionnelle car il a un lien fort avec Stuttgart, bien sûr, comme tu viens de le dire. Il était déjà supporter quand il était jeune et a joué dans les équipes de jeunes du club. Au niveau un peu de son style de jeu, du coup, de sa philosophie, j'ai relevé 4 petits points au niveau de sa vision du jeu. Il privilégie plutôt un football structuré, mais offensif, avec un bon équilibre entre rigueur défensive et ambition offensive. Il aime bien le côté leadership parce qu'il est très communicatif sur le terrain. Il sait motiver ses joueurs et a imposé une vraie énergie sur le terrain. Il a aussi mis en place un développement des jeunes joueurs qu'on va parler un peu après. Son passé dans les équipes de jeunes le recense. Il donne sa chance aux jeunes talents et les intègre dans la dynamique première. Mentalité de combat aussi, donc c'est un peu dans la famille. Il lâche rien et surtout dans les moments compliqués et c'est faire preuve de résilience. Donc voilà un peu. C'est un entraîneur qui a une bonne philosophie. Il veut, comme tu as dit, développer un jeu qui est vraiment structuré, basé un peu sur l'offensif, hein, je veux dire, et sur beaucoup de joueurs techniques, hein, aussi. Il dispose quand même à Stuttgart de Karazor et de, comment il s'appelle, le milieu défensif, là, avec le gros nez, là, notre ami qui est très très bon. J'ai plus son nom en tête. Mais en tout cas, c'est vrai que je trouve que c'est un très bon entraîneur qui a une bonne philosophie. Je l'aurais bien vu chez nous, plus que notre entraîneur actuel, parce que je pense qu'il aurait été. Mais bon, après, je pense qu'il a d'autres projets. Je le verrai bientôt, bien dans quelques années, mais pas maintenant, parce que bon, de toute façon, mais peut-être prendre le chemin un jour de la Zebenarstrasse à Munich, quoi, hein, je veux dire. Moi, ça paraît un peu cohérent. Donc après, bon, pour le moment, il y a toujours Compagnie qui est sur place, mais après, pourquoi pas comme successeur si son évolution continue, ça pourrait être pas mal. Au niveau de son système de jeu, on est plus sur un 4-2-3-1 de son côté. Donc c'est un peu quasiment toutes les compos qu'il a utilisées sur ce début de saison. En tout cas, voilà un peu la petite présentation de Sébastien Hoeneß. On va attaquer. Alors, je t'ai préparé encore un autre petit montage avec 4 joueurs légendaires que je pense être, en tout cas, de Stuttgart. Donc, tu pourras me dire. Et après, il y en a tellement j'aurais pu en mettre Ouais. plus. Stuttgart, malgré que, je veux dire, ils n'ont pas beaucoup de titres internationaux, mais bon, quand même quelques titres nationaux, a une pléthore de grands joueurs qui est passé par ce club, quoi, je veux dire. Il y en a beaucoup, beaucoup, quoi, hein, je veux dire, et beaucoup ont fini aussi au Bayern, quoi. Comme beaucoup, quoi, dès qu'ils sont bons. Oui, voilà, dès qu'ils sont bons, ça finit au Bayern. Donc, du coup, j'ai essayé de te mettre 4 joueurs un peu années 80, 90 et 2000, 2010. Écoute, c'est quand tu veux pour peut-être le premier en haut à gauche, si tu arrives. Alors, ouais, numéro 6, joueur de l'équipe d'Allemagne. L'homme qui nous a marqué le but en 91, qui permet à Stuttgart, à 91-92, qui permet à Stuttgart d'être champion. Il met le 2-1 à Leverkusen à la 86e minute. C'est Mr. Guido Burwald. Tout à fait. Bonne pioche sur le premier. Tout à fait, c'est ça.
À droite, en haut à droite. À droite, j'ai des doutes. Ah. Pour moi, il n'est pas tellement emblématique, mais celui-là, je le connais un peu moins. C'est Gentner? Oui, c'est ça, tout à fait. Il a fait quand même 2 passages et capitaine Ouais, emblématique, fidèle au ouais, club. C'est pour ça que j'avais ouais, mis ouais. un peu en. Ouais, Gentner. Il nous met un but, je crois, sur le fameux 4-4 de folie à l'époque où était Klopp, en 2000, la saison 2011, je crois. Où aussi Julian Schieber nous a mis 2 buts. Le fameux 4-4, mais un match de fou où je crois, il y a 4 ou 5 buts dans les 10 dernières minutes, quoi, je veux dire. Hein. En bas à gauche, ça a été le record man à un moment de l'invincibilité au niveau but pendant longtemps. Il a été capitaine chez eux. Timo Hildebrand. Tout à fait, c'est ça. Donc, bon, le dernier est plus simple, je pense. C'est, à droite, a joué au VfB Stuttgart, au Bayern Munich. Super Mario Gomez. Tout à fait, c'est ça. Donc, encore une fois, un 4 sur 4. Voilà. Messieurs, dames, monsieur Francky, qui est imbattable sur ce petit jeu. Donc, mais, bon, on aurait pu en mettre, je pense, aussi d'autres. Ouais. Bon, je pense que Alors, Sami Khedira, par exemple, aurait pu être oui, dans j'en ai. le lot. Alors, le joueur le plus emblématique chez eux, qui a été le meilleur buteur, enfin, plus emblématique, non, oui, un peu moins connu pour vous, en génération, pour moi, oui, c'est Karl Allgöwer, qui a marqué 167 buts, hein, un joueur magnifique. Il y a eu Babel, Balakov, Elbert, Bobic, qui a joué chez nous, Bourval, dont on l'a cité, Thomas Berthold, qui a été un défenseur central très bon, qui a joué après au Bayern, Fritz Walter, qui a été un avant-centre dans les années 90, très bon, petite taille, les frères Foster, qui ont joué en France, à Marseille et je crois à Bordeaux. Il y a Jürgen Klinsmann qui a joué aussi à Stuttgart, hein, qui a été très emblématique. Hein. Khedira, comme tu as dit. Je citerai 2 joueurs qui ont été joueurs à Stuttgart et entraîneurs à Dortmund. Horst Köppel, qui gagne la Pokal en tant qu'entraîneur chez nous en 89. Et bien sûr, Ottmar Hitzfeld, qui a joué à Stuttgart dans les années 70 et qui était entraîneur chez nous dans les années 90. Hein. Il y a Kourani. Je vais encore citer 3 Français. Peux-tu me citer 3 Français qui ont joué à Stuttgart? Emblématiques. Emblématique. Ouais. Non, là, moi, j'ai. Un, tu devrais trouver. Il est actuellement à Marseille. Et il a joué à Stuttgart. Et après, il est allé au Bayern. Un qui est à Marseille actuellement et qui a fait Ouais. Stuttgart et qui a fait le Bayern aussi. Ouais. Et après l'Inter. Ah, bah, il y a Pavard. Pavard a joué à Stuttgart. C'est vrai. Alors, pour les années 80, pour les petits papis comme moi, Didier Six. Didier Six a joué à Stuttgart. Et okay. Attends, le dernier, peut-être, je peux te le donner. Quelqu'un a mis 2 autres noms. Si tu veux. Il y en a, il m'a dit Gilbert Grèce, c'est ça? Tout à fait. Entraîneur du Racing Club de Strasbourg, du Xamax Neuchâtel, et qui a joué aussi à Stuttgart, tout à fait. Ok, bah écoute, après, il y a des joueurs récents aussi qui ont joué comme Zagadou, qui est actuellement le milieu de terrain qui est parti en Arabie Saoudite. J'ai plus son nom maintenant. Je veux dire. Attends, si tu veux, je peux t'aider un peu parce que. Alors après, attention, c'est peut-être un peu petit, mais donc Ouais, voilà. Mais qui est plus dans cette année, hein, donc qui était l'année dernière. Le milieu de terrain alors c'était Enzo Mio. Enzo Mio, voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Bah tiens, ça va permettre de voir un peu les principaux départs et les principales arrivées qui sont arrivées à Stuttgart avant de partir dans leur effectif. Au niveau des arrivées, bon, on l'a dit, Enzo Mio, à un moment que Dortmund était intéressé aussi sur ce profil. 2 gros départs quand même avec Woltemade qui les a quittés pour Newcastle, bon, quand même pour la somme de 75 millions, alors qu'il avait fait que 6 bons mois, si je dis pas de bêtises, il n'était pas. C'est ça. C'est les clubs anglais, on sait très bien que ça met les sous quand il le faut. Mais voilà, quand même 2 grosses pertes. Enzo Mio était aussi important pour eux sur le milieu offensif. Un ancien joueur de Dortmund aussi qui les a quittés avec Jakob Brun-Larsen. Donc, bon, lui qui a du mal aussi à se stabiliser un peu dans un club. Hein, parce que je crois que quand il nous a quittés, il est parti à Hoffenheim. Et après, il est parti à Stuttgart. Et là, maintenant, il est. Je crois qu'il fait 2 piges à Stuttgart. Il y va un moment, il repart, il revient. Je veux dire, c'est un peu compliqué pour Larsen. Mais bon, un joueur talentueux qui a jamais
percer, malheureusement. Ouais, c'est ça. Et après, bah, du coup, au niveau des arrivées, donc bon, ils ont fait un recrutement pour essayer de pallier un peu les départs, mais au niveau des arrivées, bon, ils ont quand même fait leur petit mercato en France avec Rennes, donc Lorenzo Assignon et Badreddine Boulani de Nice. Voilà. Et puis un joueur de Stuttgart aussi, Thiago Thomas, un avant-centre pour remplacer le départ de Voltemateux. Donc, Ouais, et le prêt de El Kuna, Canous, qui est, je trouve, très judicieux parce que je trouve qu'il en ramène pas mal, quoi, hein, je veux dire, sur ce que j'ai vu. voilà. Donc un peu au niveau du mercato. Et après, si on part un peu plus donc, du coup, sur l'effectif, alors désolé, c'est vrai que c'est peut-être un peu petit, mais donc voilà. 5 Donc, anciens joueurs de Dortmund. comment? 5 anciens joueurs de Dortmund dans cet effectif. Hein. Ouais, parce qu'on a Zagadou, on a Pascal Stenzel. Rôle. Tuc, Alors tuc, tuc. attention, tous n'ont pas joué en équipe unie. Ouais, voilà. Alors Moi, attends. j'ai dit 5 anciens de trucs. Tu prendras donc Chris Furich, Oui, Karazor qui a joué avec l'équipe 2 c'est vrai. et le gardien Stéphane Drij-Kalacha qui était dans les équipes de jeunes, le numéro 41. D'accord, ok. Voilà. Bah, ouais. Au niveau de. Alors, si mon téléphone il veut bien. Au niveau de l'effectif, donc ils sont sur un effectif de 32 joueurs pour jouer 3 compétitions, parce qu'il faut oublier qu'ils jouent l'Europa League. On va en parler justement de leurs premiers résultats. Au niveau de l'âge moyen, ils sont sur un âge de 24,6 ans, donc une équipe quand même assez jeune. Bon, c'est la construction qui veut ça. Niveau joueurs, on est quand même sur 50% de joueurs étrangers, donc quand même une bonne patrie allemande aussi à Stuttgart. Une équipe estimée à environ 339 millions d'euros global. Donc voilà un peu l'effectif de Stuttgart qui nous attend dès samedi. Donc on verra un peu. Je pense que j'ai pas vu trop de joueurs blessés. Je crois qu'ils sont pas non plus à ce stade. En tout cas, on peut parler peut-être un peu c'est de Zagadou, parce qu'il avait fait un passage à Dortmund qui avait été assez compliqué et beaucoup de blessures. Et au final, cette saison, et même la saison dernière, qui arrive quand même à se stabiliser, qui est quand même pas si mauvais, Ouais. qui fait ses. Il revient de grandes blessures. L'année dernière, il a été impacté, je crois, au mois de mars par un nouveau des ligaments croisés. Hein. Il Ouais. est revenu pour le match de coupe. Et bon, malheureusement, je crois que c'était la deuxième fois qu'il a les ligaments croisés. Et après, ça a toujours été un joueur avec un potentiel. Hein. Il a un physique, malheureusement miné par les blessures. Quoi, je dirais. Ouais, c'est ça. C'est que chez nous, il faisait 1 ou 2 matchs et ça claquait derrière. Bon, après, il y avait le souci de. Il était grand, il était aussi jeune, donc on le voit encore. Hein. On a un peu le cas actuel avec Julien Duranville où il est jeune et le moindre match le fait blesser. Donc voilà un peu l'effectif de Stuttgart. Bon, écoute, on va partir sur les résultats de la saison dernière. Donc, pour parler déjà dans un premier temps la partie Bundesliga. Donc, une place quand même où il termine 9e. Donc, normalement, non qualificatif pour aucune compétition européenne. Bon, voilà, 14 victoires, 8 nuls et 12 défaites. Ouais. Donc c'est quand même une saison quand même bien, bien mitigée. Bon, après, il ne faut pas oublier qu'ils avaient quand même perdu pas mal de cadres, quand même, parce que bon, on a Ils ont perdu Anton, Guirassy, hein, qui sont venus chez nous. chez nous. Ouais, Voilà. donc ils ont perdu quand même le défenseur central qui était leur patron de la défense. C'est quand même le meilleur Capitaine, hein. buteur. Ouais. Et je veux dire, franchement, ils font quand même une saison correcte. Ok, en championnat 9e. Bon, je crois qu'ils ont presque. Je veux dire, nous, on a presque autant de défaites qu'eux. Hein, je veux dire, hein. Parce qu'on a un peu moins de matchs nuls, ce qui nous fait que. Parce que quand tu regardes à un moment, ils étaient encore en lice en fin de saison pour Ouais. pouvoir être dans les premières 6 places. Ils ont décroché. Bon, après, ils ont réussi à valider leur ticket par la DFP Pokal, quoi, hein, je veux dire. Voilà, c'est ça. Bah justement, on va pouvoir en parler un peu brièvement, parce qu'au final, c'est la cerise un peu sur le gâteau,
Bon, quand tu regardes un peu alors c'est vrai que c'est un peu flou, je savais pas que ça allait faire ça sur le montage, mais leur tirage au sort a quand même été bien, bien avantageux pour eux jusqu'à la fin, parce que quand tu regardes les équipes qui rencontrent, à part Leipzig qui était À part le Leipzig, plus ouais. compliqué, en finale, tu rencontres Bielefeld. Logiquement, tu étais hyper favori, et puis le score a été le reflet avec une victoire 4-2. Mais bon, ils ont eu, on va dire, un peu la chance sur le tirage au sort sur ce côté-là. Mais bon, Bah, après, ils tant ont mieux. eu donc Münster, Lautern et Regensburg qui étaient, enfin, les deux premiers c'était club de Bundesliga 2. Regensburg, je crois qu'ils étaient déjà en Dritte Bundesliga. Augsbourg, bon, c'est pas un cadre de la première. Leipzig, ok. Et après Arminia Bielefeld qui était donc en Dritte Liga, quoi, je veux dire. Donc, Voilà, c'est ça. Mais bon, c'était très bien pour eux aussi d'arriver en finale pour Bielefeld. C'est l'exploit de l'année. Hein, donc, ça, c'est clair. Il y avait un petit passage aussi en Ligue des Champions. Bon, en Ligue des Champions, ça n'a pas passé le championnat. Hein, donc, non, surtout une défaite qui qualifie le PSG, hein, la dernière, qui est un peu. Voilà. C'est ouais. voilà, le match où le PSG passe, hein, je veux dire, et qui après fait sa campagne retour. Quoi, je veux dire. Et voilà, Mais bon, mérité sur le match parce qu'ils ont vraiment dominé le match au PSG là-bas. Quoi, je veux dire. Ouais. Donc, ouais, ça, c'était un peu leur saison de l'année dernière. Donc, du coup, on va parler un peu plus sur le concret et sur l'actuel. Donc, début de saison avec donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires et 3 nuls. Aucun match nul sur ce. 3 défaites et aucun match nul. Oui, tout à fait. Voilà, c'est Ouais, ça. c'est ça. Donc, bon, une équipe qui est actuellement quatrième au classement, donc juste derrière nous. Donc, ça va être quand même un choc, un choc pour le vainqueur, prendra soit un peu d'avance, ou soit Dortmund se fera dépasser par Stuttgart au niveau du classement. Au niveau des équipes qu'ils ont rencontrées, bon, ils ont rencontré un peu des équipes de milieu et bas de classement. Ils n'ont pas encore joué les gros, Par à part, Leipzig. à part Leipzig. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même, ils étaient sur une dynamique de 1, 2, 3, 4, 5 matchs sans défaite. Donc, une équipe quand même à prendre au sérieux et qui viendra quand même jouer pour la gagne et pas pour repartir avec un petit point du match nul. Donc, voilà un peu leur début de saison. Au niveau de l'Europa League, du coup, là, c'est un peu plus compliqué de leur côté. Donc, au niveau du tirage, ils ont eu le Celta Vigo, le FC Bâle, Fenerbahçe, Feyenoord, les Eagles, Tel Aviv, l'AS Roma et les Young Boys. Bon, deux victoires, deux défaites. Toujours pas de match nul. Apparemment, ils sont pas décidés pour ce genre de score. Mais bon, quand on regarde un peu le tirage au sort, à part voilà, l'AS Rome, c'est quand même des équipes qui sont à leur portée. Hein. Oui, après, bon, ils ont quand même des équipes qui sont. Ouais, bon. Ils perdent la balle, ils perdent à Fenerbahçe. Hein. Après, ils gagnent leurs 2 matchs à domicile. Hein, si j'ai. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, oui, c'est pas simple non plus parce que bon, Celta Vigo, ça peut être emmerdant à jouer. Bâle, ça reste quand même un peu le club dominant de la Suisse, mais bon, normalement, il devrait être au-dessus. Fenerbahçe, après, bon, c'est un club turc, c'est toujours très difficile de jouer là-bas. Feyenoord, c'est un bon résultat parce que Feyenoord reste quand même une bonne équipe, mais bon, ça reste la division hollandaise, c'est pas non plus. Je veux dire, sur le papier, logiquement, ils ont juste la S-ROM qui devrait être devant eux, quoi, je dirais. Quoi. Et encore, c'est plus la S-ROM d'il y a quelques années, quoi, non plus. Quoi, Non, non, c'est plus la grande Roma qu'on a pu voir ces dernières années. Mais voilà, donc bon, en tout cas, ils sont. J'ai pas vu au niveau du classement à combien ils sont dans l'Europa League, mais bon, je pense que ça doit être avec 6 points, ça doit être vers le milieu tout à fait. à peu près. Donc voilà, on verra un peu leurs résultats, ce que ça donnera sur la compétition européenne. On va finaliser avec la rencontre du coup qui nous attend samedi à 15h30.
au niveau entre du coup, le Borussia Dortmund et Stuttgart. Au niveau des matchs, donc, du coup, il y a eu 121 confrontations entre les deux équipes, 41 victoires pour Dortmund, 25 nuls et 44 défaites. Donc avantage Stuttgart sur le nombre de matchs. Bon, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même un peu notre bête noire. On est sur 6 matchs, toutes compétitions confondues, où c'est que des défaites, qu'on n'a pas réussi à s'imposer. La dernière victoire remonte quand même en octobre 2022 sur le score de 5-0. On en avait parlé un peu lors de la dernière émission. Comment tu le sens sur ce match, sur ce qui nous attend? Le problème, c'est qu'on n'a aucune certitude offensive chez nous depuis un bout de temps. Et je suis un peu sur la retenue. Hein. Après, si on veut rester encore dans le carré des 4 premiers pour la Ligue des Champions, hein, la qualification, il faut à tout prix gagner demain. Mais Stuttgart, c'est toujours une équipe qui nous pose problème ces dernières années, et surtout le système de jeu de Enes. Et j'ai l'impression que Enes est très bon tactiquement. Et je le sens pas super bien. J'espère de toute façon une victoire, mais ça risque peut-être d'être le premier match nul de Stuttgart. La dernière rencontre qu'on a fait sur un gros club, c'était Leipzig. Hein, on s'en tire bien un partout. Hein. Malgré que sur la fin, on avait poussé, on aurait pu peut-être gagner, mais ça aurait peut-être pas été mérité parce que autant que Leipzig nous avait posé des problèmes, je pense que Stuttgart va nous poser des problèmes, quoi, je veux dire, quoi. Donc, si on est trop attentiste, j'ai peur que Stuttgart développe son football. Je pense il faudra vraiment leur rentrer dedans physiquement. Et cette façon de ne pas être attentiste offensivement et d'essayer de mettre carrément, je veux dire, tout de suite la bonne pression devant pour les acculer un peu et faire sentir qu'on est chez nous, quoi. Il y en a un peu marre de ce jeu minimaliste, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Il faudrait qu'on ait une victoire probante, hein, parce qu'on a eu très peu de matchs, à part Barcelone en Ligue des Champions et le Bayern à l'extérieur l'année dernière où on fait 2-2, où on a vu un BVB un peu présent sur les 90 minutes. Là, depuis l'ère Kovac, j'ai pas vu un BVB transcendant en 90 minutes, à part sur ces 2 matchs. Donc maintenant, il faudrait quand même montrer quelque chose, quoi, je veux dire, au niveau du jeu et tout. Que nos attaquants se réveillent, que M. Ademi nous fasse oublier sa partie de pochette surprise, de cadeau surprise expédié par Timou ou je sais pas qui, là, hein, qui nous envoie, voilà, qui nous raconte les boîtes mystères, c'est bien. Hein, Qu'on entend parler de lui sur le terrain et pas en dehors du terrain, ça serait une bonne chose. Il y avait une bonne passade à un moment, hein, je veux dire, où il a été exceptionnel. J'avais dit, je voudrais bien qu'il le soit pendant une longue période. Ça l'a pas été, malheureusement. Après, ça n'a pas été le plus mauvais. Il a essayé de percuter sur pas mal de matchs, hein, je veux dire, mais qui nous fasse vraiment oublier sa partie toujours annexe du sportif. Je voudrais bien voir un Guirassy retrouvé contre son ancien club. Ce serait bien, déjà pour lui, pour sa confiance, pour nous aussi. Qu'on ait une fois un milieu patron, qu'on ne court pas toujours derrière le ballon et qu'on ait une défense solide. On l'a eu souvent cette saison, mais qu'on continue et qu'on profite de nos latéraux aussi. Il y a capacité, mais il faut que tout le monde joue à 110%, quoi. Oui, il faudra tout donner. Après, au niveau de l'effectif, Kovac a fait un peu le tour en conférence de presse, donc à part Zoule qui a toujours un petit problème à l'orteil. Ah, il est bloqué en cuisine. Ah, Il s'est pris l'angle, tu vois, le petit angle, là, quand ah, tu le prends, là, ça fait bien mal. Donc voilà, Zoule. Et il y a Ben Sebaini, un peu point d'interrogation aussi sur ouais, le mal de dos qui reste toujours. Bon, après, en défense centrale, on ne va pas trop se plaindre, on est quand même maintenant assez garni, donc ça permet aussi de le mettre un peu au repos parce que on va renchaîner encore les matchs là, un peu tous les 3 jours. Hein. Déjà mardi, ça sera Villarreal. Donc ça va être encore un programme bien chargé jusqu'avant Noël. Donc, ouais, surtout que là, donc, on joue Stuttgart. Après, on joue Villarreal. Alors, si on veut exister en Bouli, il faut gagner. Si on veut exister en Ligue des Champions, il faut gagner. Parce que les 2 prochains matchs, c'est obligatoire de les gagner à domicile, quoi, hein, je veux dire, en Ligue des Champions. On joue Leverkusen la semaine d'après, puis Leverkusen en coupe.
La fin d'année risque d'être. Voilà. On joue Ah, beaucoup de matchs à domicile. les 2 prochaines, même 3 prochaines sont quand même Ouais, très décisives sur la poursuite en Champions League déjà dans un point, et de 2 sur la poursuite aussi de la Bundesliga si tu peux continuer à être dans le wagon du Bayern ou des premiers devants, parce que là sinon tu peux déjà te faire lâcher, hein. c'est ça. Et surtout que le mois de décembre, d'habitude, ne nous réussit jamais. Voilà. Donc, messieurs, faites-nous mentir. Voilà, c'est ça. Faudra nous faire mentir et on changera nos paroles peut-être en décembre lors des prochaines émissions. Bah écoute, on va clôturer avec le traditionnel petit prono, même si je sais que tu n'es pas le plus grand friand de ça. Mais si tu devais donner un petit prono sur le résultat, tu partirais sur quoi? 3-2. 3-2. Ok. Bon, bah, écoute, on retient ça. Et bah écoute, je vais donner le mien, sinon je vais me faire disputer par Mathéo qui me dit tu le dis pas toi. Bon, je vais partir. Allez, on a une défense quand même assez solide et tout. Je vais partir sur un 2-0 de Dortmund. Donc voilà, on verra un peu bien. Toi, tu seras du déplacement du coup avec notre ami Laura Vincent. Donc, bah, écoute, profitez bien de ce moment. Couvrez-vous bien parce que ça y est, là, le froid est arrivé un peu partout en Europe. Donc, j'ai pas envie de dire sortez couverts parce que sinon, ça risque de faire grand débat. Si, Vincent peut sortir couvert. Vincent, sors couvert, s'il te plaît. Mais voilà, il nous entend en plus. Donc voilà. Mais en tout cas, profitez bien de ce déplacement. Comme d'habitude, faites attention sur la route. Et puis bah, nous, on se revoit du coup bah, dimanche à 20h Pour le débrief. pour le débrief. Il y aura votre chouchou Kylian, Mister Statisticien, statisticien. Voilà, je vais pas y arriver à le dire. Mister, Statisticien. ouais, statisticien, voilà, merci. Je suis pas lorrain, moi. Mais voilà, Statisticien, qui sera de retour. Et puis bah, Franck et Vincent également, qui pourront nous raconter un peu leur voyage et le déplacement. Merci à tous aussi pour l'écoute, Mathéo, Franck, Vincent. Il y avait aussi bah, Kylian qui était là, Joshua, comme d'habitude. Merci aussi à vous. Merci, Franck, pour ta disponibilité et ton expérience Bundesliga et les années 80-90. Ça fait toujours plaisir à entendre. Et puis bah, nous, on se voit dimanche. Bonne avec soirée. plaisir. Et Bonne puis, comme soirée on à dit en tous. Allemagne, et on dit Tchuss. tchuss.